En janvier 2026, 125 000 $ et tout un pays se lève. À Adougou, un complot échoue. À Simonstone, 350 000 tonnes de flotte Brick Plus signalent une mer disputée. Pourquoi Ibrahim Traoré relie-t-il rue, route et souveraineté maritime? Ce récit suit la façon dont des chiffres froids deviennent des décisions concrètes. Corridors logistiques, sanctions redoutées, contrats renégociés, coûts de transport en baisse, et une question qui revient comme une houle. Si la mer devient un pont, qui tient encore le verrou du commerce, et à quel prix pour le Burkina Faso? Ce qui suit ne promet ni héroïsation ni condamnation, mais une lecture utile d'un basculement en cours. L'enjeu est simple à formuler. Il s'agit de comprendre comment une séquence maritime apparemment lointaine peut modifier des équilibres économiques, politiques et sociaux, bien réels pour des États enclavés, des entreprises dépendantes des routes commerciales et des citoyens exposés au choc de prix. Le fil conducteur est la souveraineté, non comme slogan, mais comme capacité opérationnelle à sécuriser des flux, à réduire des dépendances et à arbitrer sous contrainte. À partir des faits disponibles, le récit mettra en regard symboles et données, discours et logistique, intentions affichées et effets mesurables, sans extrapoler au-delà des sources. L'objectif est d'éclairer ce qui change concrètement quand la mer cesse d'être un monopole et devient un espace disputé, et d'identifier les risques, les limites et les coûts souvent occultés derrière les images fortes. Ce cadre permet de distinguer ce qui relève d'un tournant structurel de ce qui pourrait n'être qu'un moment de tension amplifié par le contexte international. En une année, la part de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a progressé de 47%. Au même moment, le tonnage combiné engagé par les flottes BRICS Plus lors des manœuvres de 2026 a dépassé 350 000 tonnes, près du double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans l'Atlantique Sud. Ces deux chiffres, pris isolément, pourraient sembler techniques. Mis ensemble, ils indiquent une inflexion stratégique. La mer n'est plus seulement un espace de projection militaire, mais un levier de souveraineté économique. C'est dans cette lecture que Ibrahim Traoré inscrit les images de Simonstone, non comme une parade lointaine, mais comme l'extension maritime d'une lutte engagée au Sahel. La nouveauté n'est pas l'existence de flottes concurrentes, mais leur coordination hors des cadres occidentaux traditionnels, avec des objectifs explicitement logistiques, sécurisation de convois, protection énergétique, continuité commerciale. Le contexte éclaire cette accélération. Pendant des décennies, les routes maritimes ont fonctionné comme une frontière invisible, régulée par des assurances, des sanctions et des capacités de contrôle concentrées au nord. Pour des économies enclavées, la dépendance était indirecte mais décisive. Coûts de transport élevés, vulnérabilité aux ruptures d'approvisionnement, marge de négociation réduite. La montée en puissance d'axes sud-sud en mer propose une alternative encore incomplète mais tangible. Voilà, c'est là que le synchronisme prend sens. Quelques heures après une tentative de déstabilisation interne déjouée par une mobilisation populaire, des navires chinois, russes, sud-africains et iraniens opéraient ensemble à des milliers de kilomètres. Pour Ibrahim Traoré, cette simultanéité relie deux fronts, la légitimité intérieure et la capacité extérieure à garantir des flux. La souveraineté cesse d'être abstraite lorsqu'elle se traduit en corridors protégés, en délais réduits, en options de financement élargies. Une question reste ouverte. Ce basculement est-il durable ou dépend-il d'une cohésion encore fragile face aux pressions économiques et politiques à venir? Pour comprendre comment ces dynamiques abstraites se traduisent sur le terrain, il faut suivre un fil humain précis. À Ouagadougou, un responsable logistique d'une coopérative minière explique que, pour la première fois, ces contrats intègrent une option maritime indirecte sécurisée, négociée hors des circuits traditionnels. Rien n'a encore quitté le port, mais le simple fait d'avoir une alternative modifie déjà le rapport de force lors des discussions. Les délais deviennent négociables. Les pénalités cessent d'être à sens unique. Dans un quartier populaire, un autre récit circule. Des familles racontent
comment la tentative de déstabilisation de janvier a été vécue non comme un épisode militaire, mais comme un moment de clarification. L'absence de discours au balcon, le silence, puis la dispersion du complot ont renforcé une perception. La protection ne venait pas seulement des armes, mais d'une cohésion sociale difficile à quantifier. Cette cohésion, Idi Ibrahim Traoré la présente comme le socle sans lequel aucune projection extérieure n'a de sens. Un troisième cas apparaît dans les administrations. Des cadres évoquent des échanges techniques accélérés avec des partenaires du Sud portant sur la surveillance maritime et la gestion de ports. Ce sont des réunions discrètes, sans communiquer, mais elles ouvrent des apprentissages concrets. Lecture de données, maintenance, coordination, l'impact est modeste, mais immédiat et surtout cumulatif. Ces signaux précoces ne constituent pas une transformation achevée. Ils indiquent plutôt un déplacement d'anticipation. Les acteurs locaux commencent à raisonner en scénarios multiples, là où il n'existait auparavant qu'une trajectoire imposée. La mer n'est plus une abstraction géographique, mais un paramètre stratégique intégré dans les décisions quotidiennes. En clair, la souveraineté devient opérationnelle, pas seulement déclarative. Tout commence par une phase d'activation discrète, bien avant que les images navales ne circulent. Des signaux faibles s'accumulent, échanges techniques entre états-majors du Sud, discussions sur la protection de convois énergétiques, simulations logistiques menées loin des projecteurs. À Ouagadougou, ces informations remontent par fragments. Elles nourrissent une conviction chez Ibrahim Traoré. La souveraineté terrestre restera incomplète tant que les routes maritimes demeureront contrôlées ailleurs. Rien n'est encore visible, mais le cadre mental a changé. Le basculement s'opère début janvier 2026. À la veille du 3 janvier, une rumeur d'attentat circule dans certains cercles militaires. Quand l'ordre de mission n'arrive jamais, à l'aube, des agents infiltrés tentent d'activer des explosifs autour de sites stratégiques. L'objectif est clair, désorganiser le commandement, provoquer la panique, créer une fenêtre pour une intervention extérieure. Le scénario est classique. Son échec, en revanche, ne l'est pas. Au lieu d'une réponse armée immédiate, l'information fuit, la rue se remplit avant même le déploiement militaire. Des femmes, des jeunes, des travailleurs descendent spontanément. Les slogans s'improvisent. La foule devient un rempart. Lorsque Ibrahim Traoré apparaît sans discours ni escorte, le silence s'impose. En quelques minutes, la tentative de coup de force s'effondre. Ce moment marque un avant et un après. La légitimité populaire se manifeste comme un facteur de sécurité à part entière. Pendant que cet épisode se referme sur Terre, la séquence maritime atteint son point culminant. À Simonstown, les manœuvres Will for Peace 2026 entrent dans leur phase la plus visible. Destroyers chinois, corvettes russes, frégates iraniennes et bâtiments sud-africains opèrent à main de concert. Les exercices ne se limitent pas à la démonstration de force, ils incluent des simulations de protection de convois, de défense aérienne et de coordination logistique. Chaque manœuvre renforce une chaîne opérationnelle pensée hors des cadres occidentaux. La résonance entre ces deux fronts n'est pas fortuite. Dans les discours internes, Ibrahim Traoré parle d'unité stratégique. La terre garantit la légitimité, la mer assure la continuité économique. Les chiffres commencent à circuler dans les chancelleries, ils sont commentés, contestés. Mais ils imposent un fait, la densité stratégique change. Les routes maritimes, longtemps figées, deviennent un espace de négociation active. Les répliques ne tardent pas. Des inquiétudes émergent dans les milieux diplomatiques occidentaux. On évoque sanctions, isolement, pression financière. Dans le même temps, des délégations du Moyen-Orient et d'Amérique latine observent, posent des questions, prennent des notes. L'événement cesse d'être régional. Il devient un signal global. À Ouagadougou, la lecture est plus pragmatique. Il ne s'agit pas de provoquer, mais de créer des options. Les discussions portent déjà sur l'après. Comment transformer une démonstration ponctuelle en mécanisme durable? Comment éviter l'escalade tout en consolidant les acquis? La séquence n'est pas close. Elle a déplacé le centre de gravité des décisions. Le point de départ est connu et largement documenté. Pendant des années, les routes atlantiques étaient dominées par des flottes occidentales,
tant en capacité de projection qu'en contrôle logistique. Les pays du Sud, y compris ceux sans accès direct à la mer, subissaient cette configuration à travers des coûts élevés, des délais imprévisibles et une exposition constante aux sanctions. La dépendance était structurelle, intégrée dans les contrats, les assurances et les mécanismes de paiement internationaux. Le premier écart mesurable apparaît en 2026. Selon les données compilées par l'Institut maritime africain, le tonnage combiné des flottes BRICS, plus engagées dans les exercices de cette année, dépasse 350 000 tonnes. Pris seul, ce chiffre n'indique pas une supériorité militaire. Il signale autre chose, une masse critique suffisante pour sécuriser des corridors spécifiques et rendre crédible une coordination durable. Autrement dit, il ne s'agit pas de rivaliser globalement, mais de peser localement là où circulent les flux vitaux. Le deuxième indicateur confirme cette inflexion. Le rapport SeaBalance 2026 montre que la proportion de navires non occidentaux transitant par les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en un an. Cette variation est trop rapide pour être expliquée par une simple fluctuation commerciale. Elle traduit un redéploiement stratégique où des États et des entreprises choisissent volontairement des routes perçues comme moins exposées aux pressions politiques. Le monopole maritime du Nord ne disparaît pas, mais il cesse d'être exclusif. Un troisième chiffre éclaire les conséquences économiques. Dans les circuits financiers internationaux, la part des transactions sud-sud effectuées en devises locales a progressé de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes BRICS. Cette évolution réduit mécaniquement l'exposition aux sanctions et aux variations du dollar. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas abstraites. Elles dessinent une économie parallèle plus fluide, capable d'absorber des chocs sans rupture immédiate. La lecture occidentale de ces chiffres reste prudente, parfois sceptique. Certains analystes soulignent que les flottes américaines et alliées demeurent largement supérieures en nombre et en technologie. L'argument est exact, mais il répond à une autre question. Ce que cherchent Ibrahim Traoré et ses partenaires n'est pas la parité militaire, et non mais la capacité à garantir la continuité des échanges essentiels. La puissance se mesure alors moins en volume total qu'en fiabilité ciblée. Ces preuves chiffrées ferment une première boucle de curiosité. La mer ne devient pas soudainement libre, elle devient disputée, et cette dispute suffit à créer de nouvelles marges de manœuvre. La question se déplace, ces marges peuvent-elles être défendues politiquement et socialement sur la durée, ou resteront-elles dépendantes d'un équilibre fragile? Les critiques les plus structurées de cette dynamique méritent d'être formulées clairement. Premier argument, la montée en puissance maritime du Sud serait largement symbolique. Les flottes engagées lors des manœuvres de 2026 restent limitées en nombre, voire hétérogènes en équipement et dépendantes de chaînes technologiques encore dominées par le Nord. Dans cette lecture, la démonstration de Simon Stone relèverait davantage de la communication stratégique que d'une capacité durable à sécuriser des routes commerciales complexes sur le long terme. Ensuite, l'exposition économique demeurerait élevée. Même avec des corridors partiellement protégés, les économies concernées resteraient vulnérables aux sanctions financières, aux restrictions d'assurance et aux pressions sur les marchés de l'énergie. Les critiques soulignent que la dépendance ne disparaît pas, elle se déplace. Sans accès complet aux systèmes financiers globaux et sans capacité industrielle maritime autonome, toute tentative d'émancipation risquerait de se heurter rapidement à des coûts croissants pour les populations locales. Ces deux thèses reposent sur des constats réels. Elles deviennent toutefois incomplètes lorsqu'on les confronte aux données et aux pratiques observées. D'abord, la question n'est pas celle d'un contrôle total des mers, mais celle de la sécurisation ciblée de flux essentiels. Une flotte plus réduite, mais coordonnée, peut suffire à garantir des corridors spécifiques à condition que l'objectif soit clairement défini. Les exercices conjoints de 2026 montrent précisément ce type d'apprentissage opérationnel, centré sur la continuité plutôt que sur la domination. Ensuite, l'argument de la dépendance ignore les ajustements progressifs en cours. La diversification des partenaires technologiques, la maintenance partagée
et l'augmentation des échanges sud-sud en devises locales réduisent certains points de pression, c'est même si elles n'éliminent pas tous les risques. La logique n'est pas celle d'une rupture brutale, mais d'un déplacement graduel du centre de gravité. Chaque réduction marginale de vulnérabilité accroît la capacité de négociation. Enfin, la critique néglige un facteur non quantifiable mais décisif, la cohésion politique et sociale. Là où des dispositifs purement techniques échouent, une convergence d'intérêts et de récits peut prolonger des initiatives malgré des contraintes matérielles. C'est précisément sur ce terrain que la stratégie associée à Ibrahim Traoré cherche à s'ancrer en liant données, symboles et pratiques concrètes. La controverse ne tranche donc pas la question, elle la reformule. Le risque principal réside-t-il dans l'audace de contester un ordre établi ou dans l'inaction face à une dépendance jugée inévitable ? Car ce basculement modifie la lecture de l'ensemble du dossier. Jusqu'ici, la dynamique pouvait être perçue comme une juxtaposition d'événements, manœuvre navale d'un côté, tension politique intérieure de l'autre. La révélation centrale est ailleurs. La mer devient l'axe organisateur qui relie sécurité, économie et légitimité politique. Dans cette configuration, la souveraineté cesse d'être défensive. Elle devient une capacité à structurer des flux, à choisir des partenaires et à absorber des chocs sans implosion immédiate. C'est à ce point précis que Ibrahim Traoré reformule son approche. Il ne s'agit plus seulement de résister à des pressions, mais de créer un espace où ces pressions perdent de leur efficacité. La coordination maritime agit comme un multiplicateur silencieux. Elle ne garantit pas l'abondance, mais elle réduit l'asphyxie. Elle ne supprime pas les risques, mais elle les redistribue dans le temps. Ce déplacement change la manière dont les décisions sont prises à Ouagadougou et dans d'autres capitales observatrices. La révélation est aussi stratégique pour les partenaires. En intégrant la mer comme front principal, il déplace le terrain de confrontation hors des cadres habituels. Les débats ne portent de plus uniquement sur des idéologies ou des alignements, mais sur des paramètres concrets, délai, assurance, maintenance, continuité des échanges. Ce langage opérationnel rend les alliances plus pragmatiques et moins dépendantes des discours. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le cœur du changement n'est pas la démonstration de force, mais la reconfiguration des options disponibles. Là, la question n'est plus de savoir qui domine l'océan, mais qui peut s'en servir sans autorisation préalable. C'est ce glissement discret qui prépare les effets les plus tangibles pour les États, les entreprises et les citoyens. Pour les États, le premier effet est diplomatique. La participation à des dispositifs maritimes coordonnés crée un levier de négociation inédit. Les capitales concernées disposent désormais d'arguments opérationnels lorsqu'elles discutent sanctions, exemptions ou coopération sectorielle. Le Burkina Faso, bien que sans littoral, bénéficie indirectement de cette crédibilité accrue. En se positionnant comme pivot idéologique et logistique, Ibrahim Traoré transforme une contrainte géographique en capital politique. Les invitations à des sommets régionaux et interrégionaux se multiplient non pour des discours, mais pour des échanges techniques. La souveraineté devient un sujet de table de travail, pas seulement de tribune. Pour les entreprises, l'impact est plus immédiat et mesurable. Les sociétés minières locales, longtemps liées à des contrats asymétriques, renégociant certaines concessions. Dans plusieurs cas, la part de revenus conservés localement dépasse désormais 40% contre environ 10% auparavant. Ce basculement n'est pas uniquement juridique. Il est rendu possible par la baisse des coûts de logistique, estimés à 15%, grâce à l'ouverture de corridors maritimes protégés. Les entreprises gagnent en prévisibilité. Elles peuvent planifier, comparer, arbitrer. Cette marge nouvelle reste fragile, mais elle change la structure des décisions d'investissement. Du côté des citoyens, les effets sont plus ambivalents. À court terme, la perception dominante est celle d'une reprise de contrôle. Les slogans observés dans les rues traduisent un sentiment de dignité retrouvée. Toutefois, cette dynamique s'accompagne de tensions. L'inflation persiste. Certaines importations deviennent plus coûteuses ou irrégulières. Les menaces de blocus énergétique, même hypothétiques,
alimente l'inquiétude. Ibrahim Traoré reconnaît implicitement ce coût. La souveraineté n'est pas présentée comme un gain immédiat, mais comme un investissement collectif dont les bénéfices se déploient dans le temps. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières nationales. Des mouvements citoyens émergent au Sénégal, au Togo ou en Namibie, reprenant l'idée que l'indépendance économique peut s'étendre jusqu'à la mer. Les gouvernements observent avec prudence. Certains explorent des coopérations limitées, d'autres craignent un effet de contagion politique. La dynamique reste hétérogène, mais elle introduit un langage commun. La mer devient un référent partagé, un espace de projection des aspirations et des craintes. Ces conséquences ferment une seconde boucle de curiosité. Les chiffres et les symboles se traduisent en décisions, en contrats, en perception sociale. Rien n'est linéaire. Les gains s'accompagnent de risques. Les marges ouvertes peuvent se refermer, mais une transformation est enclenchée. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus de prouver que le changement est possible, mais de montrer qu'il peut être soutenu sans fracture interne. Dans un scénario de base, la dynamique engagée se stabilise sans s'accélérer brutalement. C'est là les exercices navals coordonnés se poursuivent sous un format élargi, mais restent présentés comme défensifs et logistiques. L'Afrique du Sud accueille un nouveau rendez-vous maritime, tandis que les corridors sécurisés s'étendent de l'Atlantique Sud vers l'océan Indien. Les tensions avec Washington persistent, mais demeurent contenues. Les coûts de transport restent inférieurs au niveau antérieur, sans nouvelle chute marquée. Le Burkina Faso consolide son rôle de référence idéologique et Ibrahim Traoré s'impose comme un acteur régional pragmatique, davantage consulté qu'isolé. La trajectoire est viable, mais dépendante d'une discipline collective continue. Dans un scénario optimiste, l'effet d'entraînement s'amplifie. De nouveaux États rejoignent la coordination maritime, en apportant des capacités complémentaires et des routes additionnelles. L'Union africaine adopte un cadre légal reconnaissant une souveraineté maritime partagée, créant un socle juridique inédit. Les échanges sud-sud gagnent en fluidité. Les marchés locaux bénéficient d'une plus grande stabilité des approvisionnements. Les entreprises investissent avec davantage de visibilité. Dans ce contexte, la stratégie associée à Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme une exception sahélienne pour devenir un modèle reproductible. La confiance devient un actif, réduisant les primes de risque et attirant des financements jusque-là inaccessibles. Dans un scénario pessimiste, les contre-pressions s'intensifient, des sanctions financières ciblées se multiplient. Les assurances renchérissent leur couverture. Et les corridors maritimes balais sont qualifiés de militarisation déguisée, alimentant des campagnes d'influence. La cohésion interne du bloc se fissure sous l'effet de priorités nationales divergentes. Les coûts logistiques remontent. Les populations ressentent plus durement l'ajustement, ravivant des tensions sociales. Dans ce cas, Ibrahim Traoré est présenté à l'extérieur comme un agitateur isolé, tandis qu'à l'intérieur, la promesse de souveraineté devient plus difficile à soutenir politiquement. Si l'on suit une logique conditionnelle, le point clé apparaît clairement. Si la coordination maritime se transforme en mécanisme durable, transparent et inclusif, alors les marges ouvertes aujourd'hui peuvent se consolider sans escalade. Si au contraire, elles restent ponctuelles et perçues comme un défi frontal, alors les coûts risquent de dépasser les gains. La bifurcation ne dépend pas d'un seul acteur, mais de la capacité collective à privilégier la continuité sur la démonstration. Pour une première partie du public, celle des travailleurs et ménages urbains, l'impact se lit à travers le quotidien. Les débats sur la souveraineté maritime semblent lointains, mais leurs effets passent par les prix, la disponibilité des produits importés et la stabilité des services essentiels. Une baisse durable des coûts logistiques peut atténuer certaines tensions inflationnistes. À l'inverse, des sanctions ou des ruptures d'approvisionnement se traduisent rapidement par des hausses visibles. Pour ces publics, l'enjeu n'est pas idéologique, il est pragmatique. Savoir si les choix actuels améliorent ou fragilisent la vie courante. Un second groupe concerne les acteurs économiques locaux, entrepreneurs, coopératives, cadres intermédiaires. Pour eux, la période ouvre des marges inédites. La possibilité de comparer plusieurs routes, plusieurs partenaires, plusieurs devises
modifient la manière de négocier. Même lorsque ces options ne sont pas immédiatement utilisées, leur existence change le rapport de force. Cela favorise une culture de projection et de calcul à moyen terme plutôt qu'une adaptation permanente à l'urgence. Un troisième groupe est constitué des jeunes et des étudiants, souvent sensibles aux récits de dignité et d'autonomie. La mer, longtemps absente de l'imaginaire sahélien, devient un symbole d'ouverture. Elle incarne la capacité à penser au-delà des frontières héritées. Ce glissement nourrit l'engagement. Idée, mais il comporte aussi un risque, celui de transformer une stratégie complexe en mythe simplificateur. La compréhension des coûts, des compromis et des délais devient alors essentielle pour éviter les désillusions. Ces trois regards convergent sur un point, les choix stratégiques ne restent pas confinés au cercle dirigeant, ils diffusent dans les attentes sociales, les comportements économiques et les récits collectifs. La question pour le public n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de rester attentif aux écarts entre promesses et mise en œuvre. C'est à ce niveau que se joue une part décisive de la trajectoire à venir. La consolidation de la trajectoire engagée passe par une série d'étapes concrètes, limitées en nombre mais exigeantes dans leur exécution. La première consiste à institutionnaliser la sécurisation maritime. Les manœuvres conjointes doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, de secours et d'escorte, placé sous un mandat multilatéral africain clair. L'objectif n'est pas d'étendre indéfiniment la présence navale, mais d'assurer une continuité minimale et prévisible des flux essentiels. La deuxième étape porte sur les capacités humaines et techniques, la création d'une école maritime régionale reliant des académies existantes permettrait de former des officiers, des ingénieurs et des logisticiens capables d'opérer et de maintenir les systèmes déployés. Cette montée en compétences réduit la dépendance externe et transforme la coopération en apprentissage durable. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension est centrale. Sans savoir-faire local, la souveraineté reste fragile. La troisième étape concerne le cadre économique et juridique. L'adoption d'une charte des ressources souveraines garantirait que les richesses, terrestres comme maritimes, restent majoritairement sous contrôle citoyen. Ce texte servirait de référence lors des renégociations contractuelles et offrirait une prévisibilité accrue aux partenaires tout en fixant des lignes rouges claires. Une quatrième étape vise la circulation de l'information. La mise en place d'un réseau de communication sud-sud dédié au partage de données, d'alertes et d'innovation réduit la dépendance aux filtres médiatiques dominants. Elle améliore la coordination et limite les malentendus stratégiques. Enfin, une cinquième étape, transversale, consiste à maintenir l'équilibre interne. Chaque avancée externe doit être accompagnée de mesures sociales capables d'absorber les coûts à court terme et non sous peine d'éroder le soutien populaire. Cette feuille de route n'est ni rapide ni garantie. Elle demande du temps, de la discipline et une capacité constante d'ajustement. Mais elle offre une cohérence rare entre le discours et la méthode. La question devient alors opérationnelle. Les acteurs sauront-ils transformer cette architecture en pratique quotidienne sans rompre l'équilibre social qui la rend possible ? Le récit revient à l'image discrète qui accompagnait les premiers signaux du changement. Sur un quai africain, un jeune marin observe des conteneurs chargés sous un soleil encore hésitant. Il ne parle ni de géopolitique ni de doctrine. Il parle de travail régulier, de délais tenus, d'un horizon devenu concret. Ce détail, presque banal, dit plus que de longs discours. Il traduit le passage d'une idée abstraite à une pratique quotidienne. Pour Ibrahim Traoré, cette scène résume l'essentiel. La souveraineté n'est pas un slogan brandi face au monde. Elle se mesure à la capacité d'un système à fonctionner sans permission, à absorber les chocs et à offrir des perspectives ordinaires à des vies ordinaires. Les images navales, les chiffres, les sommets n'ont de sens que s'ils débouchent sur cette normalité retrouvée. Le parallèle avec les événements de janvier reste présent. La même logique a opéré sur terre et sur mer. Une cohésion populaire a déjoué une tentative de rupture brutale. Une coordination maritime cherche à éviter l'asphyxie économique. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'héroïsme spectaculaire, mais de continuité. Tenir jour après jour, malgré les pressions. La force de cette
trajectoire tient à sa fragilité assumée. Rien n'est acquis. Les coûts existent, les erreurs sont possibles, mais le cap est lisible. En liant dignité, logistique et responsabilité collective, Ibrahim Traoré a déplacé le débat. La question n'est plus de savoir s'il fallait oser, mais comment durer sans se renier. Une phrase s'impose alors comme un point d'ancrage. La souveraineté n'est pas un cri, c'est une architecture. Arrivé à ce point, le tableau reste volontairement incomplet. Non par manque d'éléments, mais parce que la trajectoire décrite n'appartient pas à un seul acteur. Elle se construit à l'intersection de décisions étatiques, de choix économiques et d'adhésion sociale. La mer, devenue espace disputé, n'est ni une solution miracle, ni un simple décor. Elle agit comme un révélateur des dépendances passées, des marges nouvelles et des responsabilités partagées. Pour les sociétés concernées, l'enjeu dépasse la figure de Ibrahim Traoré. Il touche à une question plus large. Comment transformer un élan politique en structure durable sans sacrifier l'équilibre interne ni provoquer une confrontation systémique ? La souveraineté, lorsqu'elle devient opérationnelle, impose des arbitrages concrets. Elle oblige à hiérarchiser, à renoncer parfois, à expliquer souvent. Elle ne se décrète pas, elle se gère. Ce récit invite donc moins à prendre position qu'à exercer un regard critique et informé. Observer les écarts entre annonces et résultats. Suivre les chiffres autant que les symboles. Interroger les coûts autant que les gains. C'est dans cette vigilance collective que se joue la suite, bien plus que dans les slogans ou les images spectaculaires. La mer a cessé d'être un monopole silencieux. Elle devient un espace de choix. Reste une question, simple en apparence, exigeante en réalité. Quelle part de ce monde en recomposition sommes-nous prêts à comprendre, à soutenir ou à contester, et selon quels critères ?